Parlons de William H. Burroughs pour Queer, nouveau film de Luca Guadagnino qui nous avait déjà sorti un film l'année dernière, qui nous en sort un nouveau cette année, il me semble. Ah bon? En plus. Encore, dit Clément en buvant de l'eau. C'est mieux laisser du temps entre deux films pour avoir des des idées. Ou... Ah, vilain que tu es. Donc, Queer, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation d'un roman de Burroughs qui s'appelle Queer, qui est la suite de Junkie, enfin une forme de suite étrange, dans la mesure où il avait écrit Junkie sans vouloir prêter de suite, et qui raconte une forme d'autofiction de ses pérégrinations mexicaines sous opium et sous drogue. Et dans cette suite, dans le roman, ce personnage a pour quête de coucher avec un jeune homme dans un premier temps, et ensuite d'aller tester une drogue dont j'ai déjà oublié le nom, le yagé, merci. Ayahuasca, un truc comme ça. C'est l'autre nom de l'ayahuasca, exactement. Donc, étrange plot, en tout cas pas très narratif, ou en tout cas pas très directif. Daniel Craig qui incarne le protagoniste de ce film. Qui s'appelle Lee, qui s'appelle pas Burroughs, qui est une sorte d'alter ego, mais qui s'appelle William Lee. Ben, c'est le nom de l'alter ego de Burroughs dans ses romans. C'est une alter ego. Exactement. Et voilà, qui me fait la rencontre de ce Eugene Allerton, qui est, je crois, un ancien soldat ou un truc comme ça. En tout cas, dans le film, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Et il est journaliste dans le film, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il a écrit au journal. Oui, c'est vrai, absolument. Comme vous l'avez compris, le film est assez économe en explications sur l'occupation des personnes, la raison des choses qu'on voit. Comment est-ce que vous voulez qu'on structure un peu? Est-ce que vous voulez commencer à cracher sur le film et ensuite je le défends? Qu'est-ce qu'on peut décrire peut-être pour les gens qui n'ont peut-être pas forcément vu à quoi ça ressemble finalement? Alors le film est découpé en 3 grands chapitres, plus un épilogue, dont les avancées narratives semblent être presque plus de l'ordre du hasard que de la logique, dans la mesure où c'est juste un nouveau truc que le personnage a envie de faire et bam, tout d'un coup ça change de chapitre. La première partie a lieu au Mexique, alors que il erre sans vraiment objectif entre les bars, entre les hommes. Dans le deuxième, ils partent avec donc le jeune homme qu'il a rencontré en Amérique du Sud et font une sorte de petit voyage à deux. Le troisième, il s'aventure dans la jungle pour essayer le yagé, et l'épilogue donne une sorte de conclusion à tout ça. Le film est encore une fois filmé par, chef-opé par Mugdi Prom, qui est donc le chef-op historique de Apichatpong Graceta Cool, et de Guadagnino depuis Call Me By Your Name. C'est pas lui qui a fait Shyamalan aussi, non? Trap, il a fait Trap, absolument. Et donc on ressent dans le film toute cette sagesse du travail de la lumière, de la chaleur, des contrastes, qui est très unique et un peu étrange dans le film, dans la mesure où j'ai peut-être pas le bon côté le bon côté pour y rentrer. J'ai envie de décrire aussi que donc peut-être parlons du film chapitre après chapitre pour un peu essayer de le décortiquer. Donc dans le premier chapitre, on sent que le personnage n'a pas vraiment de place, n'a pas vraiment de lieu où aller. Il a un chez lui, mais qu'on filme à peine. Il va dans des bars, il se déplace, il erre sans vraiment but. On est toujours dans une sorte de vision à la troisième personne, on va dire, où surprenamment, on peut, quand on pense à Burroughs, qui est quand même l'auteur de la Beat Generation, qui a beaucoup écrit sur lui-même, sur les sensations de drogue, d'alcool, sur une forme de difficulté de saisir le monde autrement que par une sorte d'état de confusion générale, notamment avec sa stratégie d'écriture qu'il n'avait pas appliquée à l'époque de Queer, qui était le principe d'inverser des mots dans ses textes. Bon, j'ai oublié le nom exact du procédé qu'il a inventé avec Jack London. Avec Kerouac. Il y a le cut-up. Le cut-up, exactement, c'est ça. C'est le cut-up, donc qu'il a inventé avec Kerouac, mais plus tard. Et donc, qui rajoute de cet effet de confusion. Donc, on peut s'attendre, en arrivant devant ce film, à un film confus, un film un peu souilleux, impossible à saisir, comme Le Festin nu de Cronenberg, qui s'était déjà attaqué à Burroughs à l'époque. Sauf que là, pas du tout, on est toujours à la troisième personne. On voit ce personnage, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas en lui. On ne sait pas si c'est parce qu'il est drogué, parce qu'il est tout le temps sous alcool, mais il sue beaucoup, il écarquille les yeux, il est toujours perdu, et on le voit être perdu. Il y a peu de séquences d'hallucinations dans le film. Peu, quand même, hein. Il y en a 2. Par rapport à un film normal, là, c'est quand même, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 2, quoi. Après, vas-y, je te laisse finir.
Et de cette façon-là, mais le film l'annonce un peu lui-même directement, c'est un film plutôt sur la désincarnation et sur presque l'impossibilité de trouver corps et de vraiment s'asseoir dans le monde. Le film l'annonce donc avec une sorte d'idée de plan un peu au début où Daniel Craig est assis sur un tabouret de bar et commence presque à disparaître à la vitesse de la neige d'un écran de télévision, où lui-même disparaît de sa propre vie. D'autres idées, comme on en voit dans la bande-annonce, de moments où il se projette un petit peu dans un désir vers l'autre homme avec une sorte de surimpression, d'un déplacement de main, comme s'il voulait caresser, essayer de dépasser les frontières. Le geste fantasmé qu'il peut pas faire. Absolument. Ouais. Et donc, de toujours être dans cette question, en fait, plus d'essayer de ressaisir, de reprendre corps avec son existence, d'autant plus que le choix de Daniel Craig dans le comédien, qui n'est pas du tout proche du physique de Burroughs, comme l'avait fait Cronenberg avec un grand homme émacié, très fin. Ici, on fait face à un homme un peu plus mastoc, un peu plus massif. Vous avez on sent, un point, pardon, ça sert à rien que je te coupe, un point bonus pour le quiz de tout à l'heure, si vous avez le nom de l'acteur dans le festin. Donc, il a un corps un peu massif, on sent qu'il a du mal à se déplacer, qu'il n'est pas en parfait contrôle tout le temps de ses mouvements, en fait, il erre dans cette rue. Moi, il y a un plan que j'aime beaucoup dans la première séquence, qui est le moment où commence la musique de Nirvana, c'est Come As You Are, si je ne m'abuse. Oui. Et donc, il pourrait laisser penser à une forme de contrôle de l'espace, de contrôle de la vie du personnage, ou en tout cas, Come As You Are, c'est vraiment l'essence de... viens comme tu es, tu arrives à saisir le monde. Et le plan commence à un moment où il va marcher de profil le long d'une sorte d'hôtel, ou en tout cas de série de portes, et très vite il va rentrer dans quelqu'un. Et en fait, cette sorte pas de confrontation, mais de collusion au ralenti, montre instantanément que le personnage n'est pas du tout en contrôle, mais même de sa propre séquence en ralenti. Et cette idée-là va s'étendre tout du long du film avec l'idée narrative dont je vous parlais, le fait que le personnage suive un petit peu juste des idées de désir comme ça spontanées, que le film n'a pas vraiment de direction narrative, qu'on a un peu du mal à saisir dans quelle direction ça va. Et c'est pour ça que finalement le yagé, si je ne m'abuse, c'est ça, va servir à conclure le film, dans la mesure où un autre personnage le lui disant, ça va te renvoyer un miroir de toi-même, et donc presque en fait davantage de se saisir, de se ressaisir soi-même d'une forme d'identité physique, et identité physique qui est d'autant plus, enfin question sur l'identité physique qui est d'autant plus prégnante dans la communauté homosexuelle, dans la communauté queer, dans le fait presque d'être un peu dépossédé de son propre corps, dans la mesure où en appartenant pas vraiment à la communauté. En fait, Daniel Craig, il évolue autour, il rencontre des hommes, mais il fait pas partie du monde, les fameux Green Lantern, je crois que ça s'appelle cette sorte de bar ou de club homosexuel. En fait, les gens savent qu'il l'est, mais il n'assume pas son côté queer. Donc, il est toujours un peu décalé, mais comme Burroughs lui-même, en fait, n'a jamais vraiment assumé. D'ailleurs, il a eu une femme pendant très longtemps, etc. Enfin, il était connu et il l'assumait dans ses romans, mais je veux dire, il n'avait pas une vie queer au sens de la communauté, du mode de vie. Je crois qu'il y a une interview un peu qui est restée dans les annales où il dit qu'il a jamais qu'il a jamais été gay un jour de sa vie, un truc comme ça, qui est évidemment une sorte un peu d'auto-contradiction assumée, mais effectivement il y a une espèce de rapport un peu ambigu à ça. Et que donc, en fait, son seul rapport à la sexualité, c'est de rencontrer des gens sur le coup, de coucher directement, d'avoir du mal à développer des vrais sentiments, des vraies choses. Et toute cette filiation de la désincarnation, en tout cas d'essayer de revenir à l'assise sur le monde sur le monde réel, traverse le film et moi m'a beaucoup touché. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai tiqué quand tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'hallucinations, c'est que on est quand même dans un film qui se passe, on pourrait dire, dans un univers un peu mental, quoi. Il y a une forme de décor, en tout cas d'artificialité, en particulier dans cette espèce de Mexico, qui est presque une sorte un peu de fantasme en fait de Mexico, où les profondeurs des décors sont remplacées par des effets spéciaux numériques. Enfin, ça fait un peu penser, surtout sur ce plan avec les voitures là qu'on voit dans la bande-annonce, un petit peu à Pauvre créature où il y avait ces faux fonds très artificiels, même si c'est un peu moins bariolé là. Donc il y a quand même une sorte de dimension un petit peu monde un peu fantasmagorique, et aussi dans la façon dont certains
effets, on pourrait dire, intérieurs du personnage s'incarnent. Typiquement, tu as parlé de ce truc avec la télé au début, où finalement lui, c'est lui-même a grésillé, donc il y a une espèce de transformation du réel à partir des sentiments intérieurs du personnage. Mais je veux dire, pour autant, on n'est jamais dans une expérience à la première personne de la drogue, de l'alcool. Il y a un seul plan subjectif dans tout le film, qui est un moment très bref. Bon, excuse-moi, vas-y. Et en effet, il y a un moment où on va vraiment expérimenter, on va dire, avec lui, la prise de drogue à la fin du film, qui va presque servir de climax. Mais à part ça, on est toujours dans... On n'est jamais dans sa subjectivité, ni dans une forme d'objectivité de uniquement le contraste. Non, pardon, de le constater, pardon. Oui. On est ni dans une subjectivité, ni dans la constatation de ce qui est en train de lui arriver, mais dans une sorte de mélange fluide. Ouais, mais moi j'aurais plutôt dit qu'on était... il y a quand même cette idée d'un film un petit peu, je sais pas, un peu décousu, un petit peu flottant, typiquement cette utilisation des ralentis avec la musique par-dessus. Il y a quand même cette idée un petit peu de la stase qui, à mon avis, correspond à l'idée un peu des stupéfiants, ou si on prend l'ouverture du film, enfin juste après le générique, qui est une scène où... Lee est en train de plus ou moins de flirter avec un gars, et on sent que lui est un petit peu impatient de conclure, et donc il y a une espèce de chaos dans le montage, des jump cuts, des sauts d'axe, etc. Donc moi je dirais quand même qu'on est plutôt du côté un peu du délire du personnage, quoi. Il y a une dimension comme ça dans le film, un petit peu de l'ordre, de la fantasmagorie. Mais qui s'accentue sans doute au fur et à mesure du film, non ? Peut-être. Cela dit, c'est un peu paradoxal parce que quand on est dans la jungle, c'est le moment qui semble peut-être le plus organique, alors qu'on est au plus proche du moment où il va prendre de la drogue, etc. Ouais. C'est quand même moi je connais pas très bien Guadagnino, mais ça me paraît être un film assez atypique quand même par rapport à son cinéma précédent. Vous ne trouvez pas que c'est surtout une question de structure narrative pour le coup. Je pense, c'est un film qui n'a pas du tout de scénario clair, de direction narrative limpide. Mais j'ai pas vu Suspiria, c'est vrai. J'ai pas vu son film Suspiria, mais ça finit en délire symboliste, incompréhensible. Moi, en fait, globalement, j'ai rien aimé du film, mais plus il avançait, plus je préférais les scènes d'avant. Plus je me disais, c'était quand même bien à l'époque où ils étaient juste dans ce Mexique de carton-pâte totalement factice et voilà, invraisemblable, où globalement, je trouvais que c'était très ennuyeux ce qui se passait, les rencontres comme ça, homosexuelles, même si j'aime plutôt bien la scène... il couche pour la première fois avec Eugene. Je trouve que c'est joli. Il y a un plan que j'aime beaucoup où Eugene regarde sur la table de chevet, enfin une table dans le salon de William. Il voit un étui où il y a de la drogue. Il comprend que c'est un toxicomane. Et ensuite, contre-champ, c'est une contre-plongée sur lui qui regarde ça. Et juste à ce moment-là, le verre arrive, tac, comme s'il voulait. Il interrompt, il dit non, attends. Ne comprends pas tout de suite qui je suis vraiment, on va profiter d'abord de la vie ensemble. Mais bon, je trouve que c'est le seul plan où je me suis dit où j'ai compris ce que voulait faire le cinéaste. Sinon, en fait, dans le reste du film, mon état d'esprit, mon attitude, c'était plutôt c'était un peu d'être sceptique. Je comprenais pas ce qu'il voulait faire, je comprenais pas pourquoi. Plus on avançait, moins je pigeais un truc au film. Mais est-ce que c'est pas agréable comme sensation pour une fois d'être un peu non, mais d'être en recherche? Non, parce que je trouve en fait c'est pas vertigineux d'un point de vue esthétique. Moi j'ai pas ressenti ça, quoi. Quand ils vont dans la jungle, j'ai l'impression que c'est vraiment fait avec 3 francs 6 sous. Et puis ça m'a trop dérangé qu'on comprenne jamais rien. Enfin, le scénario est tellement inexistant ou mal conçu. En plein milieu du voyage, il dit mais demain tu pars à Solinas, moi je vais à Quito, je sais pas où. Mais rien auparavant nous a permis de comprendre ça. Du coup, d'abord j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait émotionnellement pour les personnages. Je trouvais que c'était pas très investi. Et par ailleurs dernier acte avec cette espèce de docteur fou là, qui travaille dans la jungle, le botaniste, docteur Cotter si je dis pas trop de bêtises, avec le serpent. En fait il y a un côté un peu comique, parce que c'est un peu comique quand même, c'est un peu une comédie, je pense, la volonté du film, drôlerie, mais qui pour moi tombait à l'eau. Une drôlerie, une bizarrerie drôle, on va dire. C'est ça, ouais. Donc personnellement ça n'a pas trop fait effet sur moi. En fait la première partie elle est un peu sous l'influence d'un film, je sais pas si vous l'avez vu, il s'appelle Querelle de Fassbinder, qui est le dernier film de Fassbinder qui est sorti en 82, qui se passe à Brest, si je dis pas de bêtises, dans une Brest
plongé dans une lumière rougeoyante de crépuscule, c'est de rencontres homosexuelles, enfin ça se passe comme ça dans un port un peu miteux, très suintant d'alcool, de sexe, et donc bon, ça fait beaucoup penser, je trouve, à Querelle. Voilà, et ensuite j'avoue que j'ai pas trop compris en fait où le film allait, et j'aime pas du tout l'esthétique de films d'animation un peu comme ça, ouais, c'est vrai que Pauvre créature, à mon avis, est une bonne référence que je partage pas mal, enfin donc que je ressens aussi. Bah, pour rebondir aussi sur moi je me suis aussi parfaitement ennuyé vraiment du début à la fin du film. Enfin, la première séquence à la limite m'agace et après je m'ennuie. Et c'est quoi la première séquence? C'est celle que je décrivais de lui qui est en train de après le générique, encore une fois, c'est où il flirte avec le premier gars et lui dit mais t'es pas queer, etc. Ah oui, scène avec qui le est juif. vraiment catastrophique en termes de mise en scène, vraiment je trouve honteuse vraiment quasiment, parce qu'en gros il y a une espèce d'idée de frénésie, mais en fait qui est tellement décuplée par la mise en scène que ça devient c'est chaque nouveau plan, chaque nouveau jump cut ou rupture de l'axe, c'est un nouveau coup de stabilo sur une idée qui est déjà pas bien fine, enfin bref, et à tel point que quand pour le coup sur cette idée là le fait de multiplier les cuts, de multiplier, presque d'interdire un plan de durée et un cadre d'être vraiment longtemps, ça participe à la sensation d'impossibilité de s'asseoir à un moment dans le film et de saisir spatialement, physiquement les choses. Ouais, mais on comprend très bien ce qui se passe à part ça, quoi. Ils sont face à face, en train de discuter. Oui. C'est une désorientation qui est complètement factice, quoi, complètement superficielle. Mais en même temps, si on peut pas se servir des moyens du cinéma pour créer une désorientation... Non, mais encore une fois... Tu veux faire quoi? Faire une sorte de travelling bizarre, rigolo, comme ça? En fait, c'est simple. Je pense, en fait, ce reproche, je pense, vaut... En fait, c'est ce que j'ai ressenti, je pense, pendant tout le film, c'est-à-dire que, en soi, il n'y a rien qui est interdit, je veux dire, on a le droit d'utiliser des effets spéciaux, des trucages, là, il y a un moment où il y a des miniatures quand on est au cinéma, etc., ou peut-être sur d'autres plans, d'ailleurs, des surimpressions, etc., on a le droit de tout utiliser, c'est juste que il y a un degré d'utilisation au-delà duquel c'est juste une espèce d'effet de manche, et je pense que c'est... tout le film, pour moi, est une succession d'effets de manche qui ne développe absolument rien, quoi. Pour moi, on n'est plus du tout dans l'ordre de la mise en scène. Et pour revenir à ce que disait Mathieu, moi je me suis beaucoup ennuyé, enfin vraiment quand le carton de la deuxième partie a commencé, on va dire que ça chapitre à peu près équitablement en termes de temps. Je me souvenais plus j'avais oublié qu'il y avait un premier carton, et vraiment j'aurais aimé qu'il reste 10 minutes de film, en fait il restait les 2 tiers, quoi. C'était la même chose dans Everything Everywhere All at Once. Oui, c'est ça. J'avais oublié qu'au début il mettait juste Everything, puis après c'est Everywhere. Oh, putain, non. Il reste tous les autres mots. Et non, en fait, là où moi aussi je m'ennuie, c'est que vu qu'on sait pas trop où ça va aller, disons qu'il y a rien à attendre qui va se produire, mais en fait surtout moi je trouve que ce qui compose l'essentiel des séquences, c'est-à-dire la relation entre ces deux personnages et éventuellement la relation de Burroughs à la toxicomanie, c'est totalement désinvesti, et là, je trouve sur ce plan-là, le film est absolument nul, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnages? Il n'y a pas un plan, il n'y a pas une idée, je trouve que ça c'est extrêmement mal raconté, ce qui fait qu'il n'y a absolument rien à regarder dans les séquences, à part des petites trouvailles occasionnelles de ce qu'il va faire avec sa caméra, d'un ralenti, d'une musique anachronique qu'il va plaquer par-dessus, voilà, d'un faux avion en effets spéciaux. En fait, je trouve que le film est complètement désincarné, quoi, pour le coup, du début à la fin, et du coup se limite vraiment à ces effets que je trouve extrêmement superficiels, quoi. C'est drôle parce que cette question de désincarnation, moi c'est précisément ce que j'apprécie dans le film, quoi. C'est vraiment cette... Bon, encore une fois, ce que j'ai dit, quoi, cette recherche de la physicalité, quoi. Mais pour moi c'est pas du tout physique, quoi, c'est au contraire, enfin je pense que justement ce que je dis, c'est que il est tellement à la recherche de la physicalité qu'à un moment, un seul geste qui va advenir, qui va être ce qu'on voit dans la bande-annonce aussi, le jeune homme qui glisse un tout petit peu son pied au-dessus de ses bottines pendant que Daniel Craig est malade, ce geste-là, presque, c'est le geste auquel il repensera à la toute fin de sa vie, quoi. Oui, mais les corps c'est sont ce geste qui va le hanter, parce qu'il n'y a que ça. Et tout. Donc il n'y a pas non plus de dimension désincarnée, tu vois, chez Burroughs, on le voit, il y a une très longue scène, on le voit prendre de la drogue, se piquer et tout, on voit son corps, voilà, danser, faire des petits mouvements, essayer d'occuper l'espace, donc je trouve pas du tout que... Il passe son temps à essayer, c'est ça qui est intéressant, précisément, c'est qu'on est presque dans une sorte de sensation de flottement, où on aimerait, c'est ça qui est surprenant aussi, c'est l'absence d'organisme, d'organicité, dans un espace où tout le monde évolue un peu dans son coin, où les gens essayent d'évoluer entre eux, mais jamais, à aucun moment ça n'a lieu. On est toujours dans une recherche, dans une quête, et pour moi, qu'il remplit aussi, tu le mentionnais, par un moment, une longue prise, qui est à peu près, je pense, le seul vrai long plan du film, qui est la prise d'opium ou d'héroïne, je sais pas exactement, au moment où il va mettre sa petite poudre dans sa cuillère. On voit tout le processus. Exactement. Mettre son petit coton, s'inspirer, se piquer, et ensuite la caméra se rapproche de lui,
on filme même le moment où le corps réceptionne la drogue, quoi. Le plan va aussi loin que ça. Et c'est le seul plan qui est vraiment long du film, c'est le moment d'une prise de drogue, quoi. Même pas du fait d'en profiter. Mais en fait, moi j'ai surtout l'impression que... en fait, je sais pas ce que je suis censé regarder, on va dire, scène après scène, mais si c'est la relation entre les personnages, alors pour moi le film rate complètement, mais vraiment à 100%, quoi. Parce que la façon dont les deux personnages se rencontrent, il faut imaginer quand même le degré du film, quoi. C'est-à-dire c'est sur Come As You Are, avec des ralentis et tout. Bon, déjà on est un peu catastrophé, quoi. Il faut reprendre ses esprits. Et les personnages se voient comme ça. Et en fait, l'apparition du jeune homme tient un peu de l'apparition du fétiche, quoi. C'est-à-dire on voit son corps, etc. On met beaucoup de temps d'ailleurs dans le film à apprendre son nom. Enfin, à un moment il appelle Allerton, on se demande si c'est son prénom, en fait on comprend que c'est son nom de famille. Et le problème pour moi, c'est que le film ne va jamais au-delà de ça, quoi. Ce qui fait que on sent qu'il est censé y avoir une relation, on pourrait dire relation toxique entre lui et Boros, puisque finalement ce jeune homme, est-ce qu'il est vraiment queer, ou est-ce qu'il fait ça pour être un peu dans les bonnes grâces de Lee, enfin j'ai dit Boros, mais de Lee, qui du coup un peu l'entretient financièrement, etc. Enfin, il y a une relation qui existe entre eux, mais je trouve que le film nous la donne quasiment jamais, ou en tout cas très très mal à voir. Et les quelques scènes que je trouve pas trop mal sont en fait les scènes vraiment les plus simples et les plus économes du point de vue du découpage. Typiquement, effectivement, c'est du sexe, quoi. Quand Lee le ramène à son appartement la première fois, où là, il y a 5 secondes qui suivent dans un plan où on sent que Lee a envie de faire un mouvement, mais a peur de brusquer son partenaire, etc. Et ensuite, il y a la scène de sexe. Bon, là, ok, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui font des choses, mais sinon, tout le reste du film, honnêtement, je trouve que ça tient à quelques effets... qui sont des effets que je considère pas être de l'ordre de la mise en scène, qui sont des sortes d'effets un peu jetés comme ça, et vraiment pas grand chose. En fait, dès qu'on essaie de déplier un petit peu ce que ça raconte en termes de mise en scène, bon d'accord, il y a une surimpression, mais qu'est-ce que ça produit, quoi. Dans le chat, on nous dit, il est obsédé par la fusion avec l'autre pour exister, même si j'ai préféré cette fusion par le cannibalisme dans Bones and All. Mais que, oui, c'est vrai, en fait, c'est un peu une... C'est très juste. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Clément, mais je comprends en même temps ce que tu dis, Loïc, on pourrait dire autour de l'idée presque théorique du film que toi, t'as ressenti autour de cette idée des incarnations. Moi, j'ai rien compris à ce niveau-là. Et donc, en fait, j'ai seulement vu une histoire qui m'échappait, où j'en comprenais pas les tenants et les aboutissants. Et d'ailleurs, je trouve ce qui va dans le sens de ce que tu dénonces un peu, Clément, du film, c'est que au début, disons, lui... Il se fait beaucoup de nœuds à l'estomac parce qu'il n'arrive pas à savoir si Eugene est homosexuel ou pas. Je trouve le film, c'est évident, enfin, il y a aucun mystère à ce niveau-là, quoi. Pour moi, c'est très clair. Même à la fin, on ne sait même pas vraiment. Non, mais je veux dire, il y a aucun doute sur le fait qu'ils vont coucher ensemble, qu'il va réussir à avoir une relation avec lui. Je trouve que tout est... Enfin, le film n'a pas du tout de subtilité, mais peut-être qu'il n'est même pas à cet endroit-là, à la rigueur. C'est pour ça que je pense être... ne pas aimer le film, c'est sûr, mais ne rien comprendre à ce qu'il veut faire. Et sans doute que je suis pas le bon public pour comprendre ça, ou c'est pas visiblement à moi qui s'adresse, parce que je comprends aucune des émotions, je comprends pas comment se comportent les personnages, j'arrive pas à voir pourquoi ils font ça. Et autour de l'idée dont parle Hersted 60 de la fusion, à la rigueur, même si le film me plaisait pas déjà depuis un certain moment, mais je trouve assez joli, enfin j'aime bien le résultat physique de la fusion littérale du moment où ils prennent de la drogue dans la jungle. Je trouve que c'est joli l'idée de mettre la main sous la peau comme ça. Mais après, au-delà d'effets, disons, j'y pense pas grand-chose, quoi. En fait, je pense que ce qui me plaît autant dans le film, c'est que je trouve que c'est très rare des cinéastes qui essayent d'essayer de capter ce que certains philosophes appelleraient l'être au monde. Comment est-ce qu'on habite notre propre corps, comment est-ce qu'on habite le monde autour de nous, comment est-ce qu'on existe à chaque seconde. Et je trouve que ce film, précisément... Keaton, c'est mieux, non ? C'est pas de tous les films. C'est plus ou moins cette question-là. Pas du tout. Non, d'un point de vue du corps, tu veux dire. D'un point de vue du corps et de sa de la psyché qu'il habite. Ok. Et que précisément ce film-là y arrive et arrive à me projeter dans un être au monde qui est de l'ordre de la confusion permanente. Non, même pas de la confusion, c'est pas le bon terme. Mais encore une fois, juste de la drogue, quoi. De la désincarnation. Du fait, pas uniquement d'être drogué, mais de ne pas savoir comment vivre. En fait,
Moi, j'ai l'impression que comment dire, le film appelle effectivement à ce qu'on projette des choses dessus, notamment parce que, comme disait Mathieu, il y a une espèce de portée un petit peu symbolique. Je sais pas, la jungle, les serpents, certaines images qui arrivent comme ça. Mais l'œil et tout dans la fenêtre. Oui, l'œil, oui. Le mille pattes. C'est un délire de fou. Voilà. En fait, pour moi, c'est-à-dire, c'est de la complexité de la pire des façons. Enfin, c'est un réflexe que je déteste dans les films. Il y en a deux, je pense. C'est les personnages qui se mettent à danser pour montrer qu'ils sont libérés de leur corps, et les scènes de rêve où du coup on peut incarner très littéralement et foutre des véritables serpents dans les plans pour essayer d'ajouter une espèce de degré de profondeur. Je veux dire, si on prend le plan qui est dans la bande-annonce, c'est pour ça qu'il me revient en tête, mais avec ce serpent en forme de 8 qui se mord la queue et qui pleure. Ouais. Bon, là, ça me semble être... Il pleure en plus. Il pleure, il y a une larme comme ça. Ça me semble être d'une débilité. Et là, je suis désolé d'employer un mot un peu fort, mais c'est-à-dire que le personnage qui est prisonnier de son propre, de sa propre existence, symbolisé par un serpent qui pleure vraiment, en fait, ça me semble être la pire des façons, parce que c'est comment éviter de faire un plan bien pensé qui nous raconte un truc, quoi. Et pour moi, le film ne raconte rien, il signifie, quoi. Il jette des espèces de signifiants comme ça pour habiller un truc. Mais je trouve, pour moi, tu vois, cette idée de la désincarnation, elle est intéressante. Je vois aucun plan où c'est au travail par une idée de plan, quoi. Mais en effet, je pense que c'est très compliqué à rendre dans un plan en lui-même ou à travers seulement peut-être une série d'idées de cadrage qui seraient en fait beaucoup trop marquées et tellement composées qu'en fait on y perdrait le naturel de la sensation, et que du coup, on peut, je veux dire, travailler un cadre par exemple où on sent l'absence d'un personnage, je sais pas moi, avec un décadrage, avec une absence, un bout de tête qui manque, avec un bout. Sauf qu'en fait, ce genre de cadre-là en viendrait trop à une forme de théorisation de sa propre existence et d'analyse de sa propre composition. Alors que là, se servir d'effets de montage, se servir d'effets en fait, qui permettent la sensation plutôt que l'approche théorique, me semble beaucoup plus intéressant. Cela dit, je suis d'accord avec vous, le film use, à mon avis, un peu trop de symbolisme. Et je pense que c'est les quelques moments qui, moi, me plaisent un peu le moins. Mais parce que c'est vrai que quand tu le décris le film, j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai vu. En fait, j'ai l'impression que tu le décris comme un film qui serait très, très libre, très spontané, dans le chaos de la vie, un peu à la Cassavetes, mais c'est pour ça un film hyper contrôlé, où tout est... je sais pas, chaque couleur, chaque détail, on sent qu'il fait des plans pour qu'il soit joli, il fait des ralentis sur de la musique et tout. C'est toujours en studio, c'est pas du tout un film, je trouve, qui correspond à cette énergie du chaos qu'on peut voir dans plein d'autres films que par ailleurs j'aime beaucoup. Mais non, je sais pas. C'est pas une sensation de chaos du tout que je ressens devant le film, puis j'ai pas l'impression d'ailleurs que le film essaie de jouer la carte du chaos. Au contraire, plutôt la sensation, en effet, d'avoir des cadres, des mouvements de caméra d'appareil, des ralentis, etc., des choses qui sont plutôt de l'ordre même des bâtiments, de la façon dont les choses sont agencées, d'une forme de structure qui existe, et à l'intérieur de laquelle il est vraiment impossible de vraiment se matérialiser. Ouais. Mais en fait, j'avoue que... Mince, je vais rebondir directement sur un truc qu'a dit Mathieu et j'ai perdu le fil. Mais en fait, moi j'ai l'impression que le film est extrêmement théorique. Parce que, je veux dire, on est sur... Enfin, il y a une espèce de facticité, il essaie pas de nous faire croire à un récit, etc. Il dispose des symboles. En fait, je sais pas si c'est le but du film, mais moi je le trouve pas du tout... fiévreux, en fait je trouve surtout pas du tout trouble, quoi, parce que c'est un film qui est composé d'effets, un peu d'esthète, on va dire. En fait je trouve que le film est un peu filmé comme Challengers, avec ce côté un peu pop, c'est-à-dire on multiplie un petit peu les effets, on jette un peu les plans comme ça. C'est un film quand même morbide, enfin je trouve que c'est pas si vif que ça. Le début c'est vraiment enlisé, c'est un peu mais pour moi ça l'est pas vraiment du point de vue de la mise en scène, tu vois. Mais toutes les discussions avec Jason Schwartzman, il se passe rien, on comprend rien à ce qu'ils se disent. C'est incompréhensible. Mais c'est précisément ça que j'apprécie dans le film. C'est précisément une force en fait. Qu'est-ce qui différencie... Ce que vous critiquez, c'est une sorte d'attente d'un film très classique. Mais pas du tout. Mais en fait, vous êtes hyper hermétique à juste une proposition qui serait différente. Honnêtement, c'est le film le plus standard vraiment de l'histoire des films de cinéma d'auteur de festival. Tu te fous de ma gueule. Moi, je pensais à Swiss Army Man dans ce film. Ah, j'ai pas vu ça. C'est que des bizarreries qui sont millimétrées, contrôlées, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Mais pas du tout, parce que justement, on passe notre temps à essayer de
presque de suivre ce que le scénario est en train de raconter, quoi. De se demander, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, pas parce que c'est juste wow, c'est bizarre, je suis edgy, mais uniquement parce qu'il y a une sensation de perte, d'être au monde décalé, mais en fait, d'impossibilité de vraiment saisir ce qui est en train d'arriver à ce personnage, quoi. Ça me semble une très belle idée, un peu sur le papier, que moi j'ai pas du tout vu, mais en fait je vois pas dans ton compte-rendu de cet aspect-là du film ce qui différencie juste le fait que ce soit pas très bien fait, quoi. En fait, je veux dire, tu vois, quels sont les plans, quels sont les effets, tu parlais d'effets de montage, mais je veux dire précisément, quoi. C'est-à-dire, entre juste le fait que le scénario soit confus ou un peu creux, mais par exemple, qu'est-ce qui génère cette désincarnation spécifique? Par exemple, ce qu'on se disait, la majorité des plans durent peu de temps, la majorité des séquences sont composées de plans qui ne reviennent pas. Ou par exemple, pendant un chant contre chant, on a un ensemble de plans qui va jamais être un chant contre chant simple avec un A, B, A, B, A, B, mais plus un A, B, C, D, E, et qui en fait font que spatialement, la caméra, le spectateur et les personnages sont jamais vraiment ancrés dans ce qui est en train dans l'espace dans lequel ils sont. Ils sont toujours en train presque de flotter sur les choses. Moi, j'ai vraiment la sensation de jamais vraiment bien saisir l'espace dans lequel je suis, mais qu'au contraire, spatialement, la pièce, ben, je sais pas vraiment quelle est sa taille. Architecturalement, le film est très peu clair, quoi. On sait pas vraiment où on est, on sait pas vraiment, même le bar dans lequel ils passent leur temps à revenir, ben on sait pas vraiment à quoi il ressemble, quoi. Alors que se passe plein de scènes à l'intérieur. C'est cette stratégie-là qui me plaît beaucoup. C'est la sensation, en fait, de jamais vraiment avoir même une maîtrise moi-même de ce qui est en train d'advenir devant moi. Moi, j'étais pas du tout désorienté comme ça devant le film. En fait, j'attendais qu'il se passe un truc, mais je veux dire, j'étais pas du tout perdu ou... Enfin, c'est un film qui m'a fait me poser absolument aucune question, en fait. C'est ça que... Si, moi, je me suis demandé pourquoi il était dans la jungle, Eugene, alors qu'ils se sont quittés avant, et la scène après, il est dans la jungle avec lui. Je me suis dit, mais il avait rien à faire là, lui. Il a dit qu'il partait à Solinas. Mais je pense que c'était une sorte de... ils faisaient chacun leur truc, et puis ils se retrouvaient après... En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe vraiment, on va dire scène à scène, c'est-à-dire la relation entre ces deux hommes et... on va dire surtout dans la partie numéro 2 du film, l'idée qu'il va être obligé de se sevrer un petit peu des drogues, etc. Ça, pour moi, ça me semble pas du tout pris en charge par la mise en scène, jamais, quoi. Et du coup, je suis un peu déboussolé à me dire, bon, certes, il y a des moments où il fait un peu le guignol, il fait un peu des effets de mise en scène, quoi. Je sais pas, ce truc à la fin, enfin, plutôt vers la fin, où... dans les étoiles, où il va dans les étoiles, etc. Enfin, je vais pas trop décrire pour garder la surprise de ce moment, mais... En fait, je me dis, bon, d'accord, mais en fait, derrière quoi? C'est-à-dire, il n'y a toujours pas de personnage, il n'y a toujours pas de récit. À la limite, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas du tout un film moderne de ce point de vue-là, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout un film sur le vide, l'absence, puisque, je sais pas, tout est millimétré, c'est du studio propre, bien calibré, enfin... Je vois pas en quoi la question studio et effets spéciaux empêcherait au film de développer ça. Pour toi, c'est quelque chose qui peut avoir que lieu en décor réel? Non, mais c'est juste que... Enfin, pour moi, c'est un film... coquet, millimétré, voilà, très, je sais pas, très sûr de lui, quoi, pas du tout dans la recherche. Pour moi, c'est pas du tout un film expérimental, parce que quand on le décrit... Non, je dirais pas expérimental. Quand on le décrit, on pourrait avoir cette impression, parce qu'il y a des procédés un petit peu bizarres, etc., mais... qui sont ponctuels, quand même. C'est pas du tout l'immense majorité des séquences du film. Oui, mais toutes les autres séquences, du coup, me semblent pas beaucoup plus intéressantes, en vérité, mais ouais, enfin, en fait, je me dis que... Enfin, je sais qu'il va absolument rien se produire dans ce film, tu vois, du point de vue des mises en scène, quoi. À partir de la minute 1, c'est là où je veux dire que c'est pas expérimental, c'est que, ou c'est pas moderne, c'est que il ne peut rien se passer qui soit pas tout à fait, je sais pas, dans les cases un peu du film, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression de voir une série en fait de réflexes arty, et l'épilogue du film, je le trouve absolument catastrophique, vraiment catastrophique. En plus, je trouve qu'il fait rentrer un petit peu des éléments, enfin surtout un de la vie de Burroughs, qui je pense n'est pas dans le livre, en tout cas... Qui est la façon dont Burroughs a tué sa femme, exactement, qui est la façon en jouant William Tell, absolument. Exactement. Enfin, tu vois, typiquement ça, c'est une espèce de clin d'œil complice au spectateur. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est dans un rêve, dans une séquence un peu fantasmatique. Enfin, je trouve que c'est la pire des façons, en fait, de construire, je sais pas, un personnage ou, à la limite, une sensation de désorientation, parce que là-dessus, Le Festin nu me semblait un film beaucoup plus riche. Bon, c'est des films différents, bien sûr, mais dans cette porosité entre un monde réel, organique, tangible, et peu à peu l'irruption de délire, on n'arrive plus tout à fait à démêler. Mais après, en effet, comme tu l'as dit, c'est des films qui n'ont rien à voir et des romans qui n'ont rien à voir. Mais typiquement, Festin nu, c'est du cut-up.
Et c'est bien plus tardif dans le travail de Burroughs. Oui, oui. La Queer, c'est un livre beaucoup plus classique, c'est écrit à la troisième personne. C'est narrativement vraiment, c'est stylistiquement très simple. En fait, c'est vraiment juste des sujet-verbe complément, sujet-verbe complément, sujet-verbe complément, et avec juste en fait des informations où on se demande où est-ce qu'on va, quoi. Mais bref, Mais bon, je trouve que en revenir au roman n'a pas forcément d'intérêt vu qu'on parle du film. Mais, en fait, un peu pénible. Je pense que c'est le mot qui m'est venu à l'esprit quand je suis sorti du film, quoi. J'avais vraiment hâte que ça se termine, puisque je trouvais que soit les scènes étaient complètement désincarnées, soit il essayait un petit peu de réanimer son film à coup d'effets un petit peu. Éventuellement, dans ce côté un petit peu bizarre, on va dire qu'effectivement, la trouvaille de fin, l'espèce de scène de chorégraphie est... Laquelle La fusion. Scène de fusion. Elle est très très belle. Ouais. Plastiquement, voilà, il y a un peu une idée, mais après, encore une fois, qu'est-ce que ça sert? Je sais pas du tout ce que c'est censé me raconter de la relation entre les personnages. Ça me paraît. Est-ce que tu veux conclure, Mathieu? Non, mais pour conclure, j'aurais rien à dire d'autre que je pense que c'est un film. En fait, soit tu rentres dedans, tu comprends ce que le film a envie de faire. Et donc ça marche, soit tu le vois comme un énorme gloubi-boulga, quoi. C'est n'importe quoi du début à la fin. À mon avis, ouais. Mais je pense que c'est... Ce qui me dérange, c'est que l'absence de réel, mais bon, ça c'est pareil, je ressens pareil devant l'Antimo, je ressens pareil devant plein de gens. Mais pour moi, c'est plus proche du film d'animation, ça, que du film de cinéma, quoi. Mais c'est marrant parce que cette sensation que tu décris, je pense qu'elle est plutôt propre à la Beat Generation aussi. Peut-être que tu avais lu le livre. Non, j'ai pas lu le livre, Okay. mais j'ai un peu exploré hier soir. Ouais, voilà, d'accord. Et oui, de la sensation de la Beat Generation de toujours être un peu en dehors de ce qui se passe, toujours développer une sorte de sentiment de... Ouais. En fait, pour moi, il peut y avoir de sentiment parce qu'il n'y a pas de personnage. J'y crois jamais à ce personnage. J'attends de voir le pénis de Daniel Craig qu'on voit jamais, du coup je suis déçu. Typiquement, c'est pour faire une dernière comparaison avec les romans et ensuite je m'arrête. Je trouve que c'est des romans qui gagnent beaucoup à être lus sans s'intéresser précisément à la phrase. En fait, si tu t'arrêtes sur une phrase et que tu essaies de décortiquer le travail de la phrase comme tu travaillerais une matière de Proust par exemple, en fait c'est très vide. Ouais. Mais c'est la sensation générale de la lecture complète et du travail en fait de la lecture du texte sans vraiment t'arrêter, du développement de... en fait, il y a des moments où tu saisis pas trop ce qui est en train de se passer et tu essaies de te rattraper aux branches que tu as. Et en fait, c'est des textes qui se lisent un peu de façon automatique, mais de la même façon que Kerouac aussi, par exemple, a fait de l'écriture automatique, typiquement.